Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'univers. Non mais c'est quoi ce bordel au juste? C'est que... Y a des saloperies de chauves-souris qui se sont éparpillées dans le vaisseau et y en a une qui m'a mordu. Alors vite, j'ai pas l'intention de jouer les boniches, c'est toi qui vas aller les récupérer et au trou. Oui, promis, d'accord. Non mais c'est pas vrai, tous plus tarés les uns que les autres à bord de ce vaisseau. Même pas moyen de bosser tranquille. Tu peux savoir ce qui se passe là? J'ai voulu faire une entrée un peu classe et... Et tu t'es foiré. Ouais. Ça t'apprendra à essayer de me piquer mon rôle. We're close. There should be no waste in Bien, vous commencez à avoir l'habitude, cette vidéo est réservée à l'analyse du scénario de A à Z. Donc si vous n'avez jamais joué à Blood Omen, et que vous avez envie de le découvrir par vous-même, arrêtez-vous là tout de suite. Par contre, si le jeu ne vous tente pas plus que ça, ou que vous l'avez déjà fini, eh ben c'est parti. Alors, comme d'habitude quand on s'attaque à une nouvelle chronique dans un univers qui n'est pas le nôtre, on commence par un petit descriptif, histoire de savoir de quoi on parle. L'intrigue se déroule sur les terres de Nosgoth. Alors, petite précision d'avance, on ne sait pas vraiment si Nosgoth est le nom du monde entier dans lequel l'histoire se déroule, ou juste le nom d'un continent. Dans l'intrigue principale, on rencontrera deux rois principaux, mais pas moyen de savoir s'ils dominent tout Nosgoth, ou s'ils en contrôlent seulement certaines zones. L'univers décrit est un monde où les humains coexistent dans un contexte médiéval assez sombre, avec paysans et autres nobles d'un côté, chevaliers et sorciers de l'autre. Et la principale race non humaine à laquelle la saga nous confrontera, c'est celle des vampires, des créatures dont la puissance et les pouvoirs augmentent au fur et à mesure que le temps passe, mais qui se nourrissent du sang des humains et souffrent de faiblesses caractéristiques, comme l'allergie à l'eau ou au soleil. Y a pas d'autres espèces magiques? Alors oui et non, il y a bien des démons, mais ceux-ci ne vivent pas directement dans Nosgoth, mais dans des dimensions extraplanaires. En général, quand ils arrivent chez les humains, c'est parce qu'on les a invoqués. Mais la principale caractéristique de cet univers, ce sont les colonnes. 9 piliers intrinsèquement liés à divers attributs du monde, à savoir les piliers de l'esprit, des dimensions, du conflit, de la nature, de l'énergie, du temps, des états, de la mort et de l'équilibre. Chaque colonne est représentée par un gardien qui peut manipuler l'élément auquel il est affilié. Et j'extrapole un peu, mais c'est important pour bien comprendre, chaque gardien devient capable de vivre quasi indéfiniment. Et si jamais il meurt, c'est le pilier qui désignera son successeur. Ajoutez à ça que cet ensemble d'élus, appelé le Cercle des Neufs, est mentalement lié. De leur côté, les vampires ont vu leur population croître, à tel point que les humains, et notamment les gardiens, ont commencé à les regarder d'un très mauvais œil. 5 siècles avant la naissance du héros de Blood Omen, ils ont donc décidé de créer l'Ordre des Séraphéens. Je sais, dans le premier jeu, ils sont appelés les Séraphanes, mais dans le reste de la saga, on retiendra toujours Séraphéens, donc on va rester là-dessus. Les Séraphéens donc sont un ordre de prêtres sorciers, du moins dans cet épisode, qui avait pour objectif de réduire un peu le troupeau. Oui, les Séraphéens étaient des putains d'inquisiteurs fanatiques qui ont massacré des non-morts par milliers, au point qu'on en est venu à appeler cette période la purge des vampires. Sauf que Vorador, le plus ancien et plus puissant vampire de Nosgoth, a extrêmement mal pris ce massacre, et a choisi d'aller donner une petite leçon au Cercle des Neufs. Et non seulement il parviendra à s'infiltrer dans leur demeure, mais ira jusqu'à massacrer 6 d'entre eux avec une aisance confondante. Les seuls survivants seront Malek, gardien du conflit et dirigeant des Séraphéens, Moebius, le gardien du temps, et Mortanius, le gardien de la mort. Malek sera considéré comme le principal responsable du massacre de ses confrères, qu'il était censé protéger, et en punition, son âme sera arrachée à son corps et scellée à une armure enchantée pour le priver à jamais des plaisirs de la chair. Quant à Vorador, après son forfait, il a choisi de se retirer du monde dans son luxueux manoir perdu au milieu des marais. Suite à ce carnage, de nouveaux gardiens furent élus par les colonnes et la vie reprit son cours. Puis en l'an 0, alors que Kain venait à naître, Ariel, la gardienne de l'équilibre, fut assassinée. En découvrant son corps atrocement mutilé, Nupraptor, gardien de l'esprit et amant d'Ariel, perdit la raison. Et vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ouais, tous les gardiens sont mentalement liés. Enfin, plus ou moins, on y reviendra. Et donc, Nupraptor, en devenant complètement dingue, infectera par sa folie tous les membres du cercle, corrompant les colonnes et plongeant Nosgoth dans une lente agonie. Voilà, ça, c'était les bases. On peut donc maintenant se lancer dans l'intrigue elle-même. 30 ans plus tard, le jeune noble Kain se lance dans un long voyage. Pour faire quoi?
aucune idée, et ce sera jamais précisé nulle part. Bref, Kane tente de profiter d'une auberge pour passer la nuit, mais se fait jeter dehors. Mais à peine a-t-il mis un orteil à l'extérieur que le jeune homme se fait assaillir par une armée de brigands. Il défend vaillamment sa peau, mais finit par succomber sous le nombre avant d'être achevé et précipité en enfer. C'est là que Mortanus le nécromancien lui apparaît, lui proposant de revenir sur Terre pour obtenir vengeance. Et Kane est tellement pressé d'en découdre avec ses meurtriers qu'il ne prend même pas le temps d'y réfléchir. Il est alors ressuscité en tant que vampire, retrouve ses meurtriers et les massacre. Bah non, pas fin évidemment. À cet instant, Kane est contacté télépathiquement par Mortanus, qui lui explique que les brigands ne sont pas la véritable cause de son assassinat, que celui-ci a été ordonné par une tête pensante. Il l'envoie alors vers les colonnes de Nosgoth, où il fait la rencontre du fantôme d'Ariel. Ayant réalisé la précarité de sa nouvelle nature, Kane lui avoue être à la recherche d'un remède. Ariel précise qu'il n'existe aucun moyen de guérir du vampirisme, mais qu'il pourrait obtenir une libération s'il parvient à restaurer l'équilibre de Nosgoth. Alors perso, on me dit ça, je vais demander quelques précisions sur la fameuse libération avant de me mettre au taf. Kane va d'abord éliminer Nupraptor, mais ayant failli se retrouver avec Malek dans les pattes, et ne souhaitant pas être gêné par le gardien du conflit, il en fait sa nouvelle cible. Manque de chance, son état d'armure enchantée le rend invincible, poussant le héros à aller quémander les conseils d'un étrange oracle. Celui-ci l'invite à réclamer l'aide du vieux Vorador, le seul être suffisamment puissant pour éliminer Malek une bonne fois pour toutes. Kane se dirige alors vers l'Éden Noir, une gigantesque tour vomissant un dôme magique qui provoque d'atroces mutations sur tous les êtres vivants qu'il touche. Il retrouve Malek, Anarkrot le gardien des états, Dejul la gardienne de l'énergie et Bane le gardien de la nature. Anarkrot s'enfuit et Malek est si ivre de rage en apercevant Vorador qu'il se précipite sur lui pour l'affronter, laissant le champ libre à Kane pour massacrer les deux autres gardiens. Son combat terminé, c'est avec satisfaction que le héros s'aperçoit que Malek a été littéralement mis en pièces par Vorador. Suivant à nouveau les conseils d'Ariel, Kane se dirige alors vers la ville d'Avernus et sa cathédrale, afin de s'occuper du cas d'Azimut la planeuse. La planeuse pourquoi il l'appelle comme ça? Parce qu'elle fume des joints? Ah ouais non, c'est vrai que j'ai pas expliqué. En fait, chaque gardien possède un surnom désignant plus ou moins sa fonction. Bane le druide, Dejul l'énergiste, Anarkrot l'alchimiste, Mortanus le nécromancien, bref, vous saisissez l'idée. Pour Azimut, la gardienne des dimensions, le terme de planeuse se réfère surtout au fait qu'elle peut ouvrir des failles vers d'autres plans d'existence. Alors oui, on peut se plaindre que niveau traduction française, c'est pas top, mais dans la VO, elle est appelée Azimuth the Planner. Et la seule traduction littérale que je trouve à ce mot, c'est raboteuse. Alors, je comprends que les gars se soient plantés, ils auraient pu trouver mieux, mais enfin ça reste mieux que Azimut la raboteuse. Bref, le problème, c'est qu'Azimut a fondu une durite et a décidé d'ouvrir des failles pour invoquer des démons dans le but de conquérir le monde. Of course! Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ce même. Résultat, la ville d'Avernus est en flammes. Kane parvient à s'introduire dans la cathédrale et découvre dans ses souterrains éthérés la légendaire épée Soul River, qui selon la légende dévore les âmes de ses victimes, et qu'Azimut cherchait avec avidité pour assouvir ses ambitions. Elle ne parvient pas à opposer beaucoup de résistance au héros, qui, alors qu'il s'en va, s'empare d'une machine à voyager dans le temps, qu'Azimut avait dérobée à Moebius. Mais alors qu'il rejoint les colonnes, Ariel prévient Kane que William le Juste, un roi autrefois bon et sage, devenu avec le temps le cruel et sadique Némésis, fait déferler ses légions sur Nosgoth. Face à ce contretemps qui pourrait l'empêcher de mener à bien sa quête, Kane va quérir l'armée du roi Othmar de Willendorf. Malheureusement, la bataille ne tourne pas en faveur de Kane, qui voit le roi massacré avant que ses troupes ne prennent la fuite. Mais au cours de l'assaut, la machine temporelle s'active, projetant Kane 50 ans plus tôt, à proximité du palais de William le Juste. C'est alors que Kane a une brillante idée qui lui traverse la cervelle. Si William le Juste meurt avant de devenir la Némésis, il n'y aura pas de guerre contre la Némésis. S'infiltrant dans le palais, Kane surprend une conversation entre William et le fameux oracle, qui se révèle être Moebius, le gardien du temps, venu pour avertir William des funestes projets de Kane avant de disparaître. Ça n'empêche pas le vampire de se dresser contre William, chaque adversaire brandissant la Soul River, et l'affrontement s'achève avec la mort du souverain. En repartant, Kane trouve par hasard une nouvelle machine à remonter le temps, la première s'étant brisée lors du retour dans le passé, et il s'en sert donc pour revenir à son époque. Et c'est là qu'il se rend compte de sa connerie.
En éliminant William dans sa jeunesse, il a réécrit l'histoire. Certes, le tyran n'a jamais levé d'armée pour envahir Nosgoth, mais du coup, ça veut dire que William le Juste, un souverain bon, aimé de son peuple, a été assassiné par un vampire, engendrant une haine plus féroce que jamais à l'égard des buveurs de sang. Une riposte sera impitoyablement menée par Moebius, permettant la capture et l'exécution de Vorador, faisant ainsi de Kain le dernier vampire de Nosgoth. Et l'ennemi public numéro 1, accessoirement. Oups. Cependant, Kain finit malgré tout par atteindre le gardien du temps et lui tranche la tête. Satisfait de son œuvre, Mortanius contacte à nouveau Kain, l'invitant à le rejoindre Colonne, où toute la vérité sera révélée. Sur place, Anarkrot est déjà présent, accusant Mortanius d'avoir fait assassiner Kain pour le ramener ensuite d'entre les morts et en faire son chien de chasse contre le cercle des Neufs. Pour Mortanius, les gardiens étant corrompus depuis le meurtre d'Ariel, il était nécessaire de tout nettoyer par le vide, en éradiquant tous les gardiens pour engendrer un nouveau cercle vierge de toute corruption. L'alchimiste refuse de se soumettre à cette vision, mais Mortanius le massacre sans la moindre difficulté, alors que Kain surgit à son tour de l'ombre. Car oui, Mortanius est également sur la liste des cibles à abattre, mais le nécromancien est prêt à succomber, bien que pas sans se battre. Mais nouveau coup de théâtre, alors que le gardien de la mort rend l'âme, il révèle qu'il était possédé par un démon, un être immensément puissant, responsable du massacre de la gardienne de l'équilibre et de la décrépitude du cercle. Kain parvient également à le détruire, et c'est là qu'Ariel lui révèle l'ultime information. À sa mort, elle a transmis son statut de gardien du pilier de l'équilibre à un enfant qui venait à peine de naître. Et cet enfant, c'était Kain, lui aussi contaminé par la corruption et la folie dès sa naissance. Il est alors condamné à un ultime choix, se sacrifier et sombrer dans l'oubli, permettant à Nosgoth de renaître de ses cendres, ou refuser de disparaître et embrasser son existence vampirique pour régner en divinité maléfique sur un monde damné à jamais. Et c'est ainsi que s'achève Legacy of Kain Blood Omen. Et oui, malgré le fait qu'il s'agisse d'un jeu calqué sur un Legend of Zelda et promettant une histoire de vengeance assez basique sur fond de fantasy vampirique, le jeu est quand même vachement original par rapport à ce qu'on aurait été en droit de s'attendre. L'univers est profond et détaillé, et on pourrait même le considérer comme un anti-Zelda. Pour rappel, la saga de Nintendo est une série d'heroic fantasy plutôt lumineuse, avec le bien luttant pour détruire le mal. Tandis que dès le début, dès le projet de Pillars of Nosgoth, l'idée principale était de nous poser la question, qu'est-ce que le mal? Et pour mieux souligner cet aspect, c'est-à-dire nous montrer en quoi le mal n'est qu'une simple question de perspective, quoi de mieux que de nous faire suivre un anti-héros. Comme je vous l'ai dit, l'univers est très profond, mais il reste aussi particulièrement développé dans sa forme, puisqu'il embrasse une idée de contexte qu'on ne voit pas très souvent. Si l'aspect fantasy médiéval est habituel, le côté européen, et notamment germanique, il l'est beaucoup moins. On s'en rend très vite compte avec le nom des villes qu'on traverse, comme Ustenheim, Steichenkroh, Wasserbund, Willendorf, et on a plein de petits points d'écriture pour nous aider à nous immerger davantage dans l'univers. Tenez, par exemple, l'item du cœur de Janos Odron. On a un rapide contexte quand on découvre la ville d'Ustenheim, où fut tué le fameux Janos. On aurait pu totalement l'ignorer, ça aurait juste pu être un item basique. Mais non, on nous donne un minimum de contexte. C'était un vampire, il est né là, et il s'y est fait buter. Mais il a tout de même gagné au passage le surnom de ennemi sombre, sous-entendant que c'était pas un petit vampire de rien du tout. Les dialogues sont super bien écrits, même s'ils sont rabaissés par le jeu très médiocre des doubleurs. Non, sérieux, citez-moi un autre jeu de la même époque qui se permettrait un vocabulaire aussi soutenu. Leur charme était presque visible à travers la gaze de leurs vêtements. Pourtant, ces beautés n'apportaient que la mort, car elles obéissaient aux ordres de Vorador et n'étaient que des bêtes, esclaves de ses caprices. Des vampires, toutes asservies à une volonté plus puissante. Même à l'heure actuelle d'ailleurs, j'en connais pas des masses. On a aussi quelques petits points qui soulignent à l'avance certains événements qui finiront par nous arriver, comme le passage dans la retraite de Nupraptor, un immense crâne dont chaque orbite est un verre magique, et qui montre chacun un des avenirs probables de Nosgoth, sauvé ou damné. Et surtout, le message principal de la saga, il est donné pratiquement dès l'intro, par le héros en personne. Rien n'est donné. Pas même la vengeance. Si Kain n'avait pas été aussi avide de vengeance, il n'aurait jamais suivi cette voie, il ne se serait jamais fait manipuler à tort et à travers, il ne serait pas devenu vampire, il n'aurait pas tué William le Juste, etc., etc. Malheureusement, en termes de scénario, le jeu est loin d'être parfait. D'une part en raison de ses gros problèmes de doublage, mais aussi de traduction. Par exemple, alors qu'il arrive dans la caverne de l'oracle, où il trouve plusieurs artefacts de plusieurs époques,
Kain trouve une armure étonnamment neuve, malgré le fait qu'elle ait appartenu à un ordre dissous depuis des siècles. Et il la décrit comme une armure de la tutelle et de ses laquais. Je n'ai aucune idée de ce que pourrait être cette tutelle. Et aucune réponse ne sera jamais apportée par la suite. Parce que la seule confrérie qui pourrait correspondre à cette description, ce serait celle des Séraphéens. Donc ça nous embrouille. Mais certaines séquences n'améliorent clairement pas la compréhension. Par exemple, juste après avoir remonté le temps, Kain élimine un pécor sur son chemin. Une cinématique plonge sur lui et fondue sur un discours de Moebius haranguant les paysans pour voir le roi William et... fin du discours, dézoom du cadavre. Il vient de se passer quoi là au juste ? Kain vient de lire dans les pensées d'un cadavre ? Pareil avec le combat contre William, justement. J'ai dit qu'il brandissait lui aussi la Soul Reaver. Mais ce n'est qu'une interprétation, confirmée par le reste de la saga. Parce que si la lame de la Reaver est identique et fait les mêmes bruitages quand la future Némésis s'en sert, une fois mort, on constate que le pommeau n'est absolument pas le même. Et si William le Juste avait eu la Reaver entre ses mains, pourquoi on la retrouverait sous la cathédrale d'Avernus 50 ans plus tard ? Bah, il a pu se passer tout et n'importe quoi, non? C'est pas Nile qui me fait ce genre de remarques d'habitude ? Mais moi, je bosse. Alors oui, bien sûr, il a pu se passer n'importe quoi. Mais là, je suis même pas certain que c'est bien la Reaver que Guillaume maniait. Ça se trouve, c'était une épée magique totalement différente, mais très ressemblante. Je veux dire, la lame qui ondule comme ça, vous allez pas me dire que c'est pas volontaire. Ceci dit, j'ai aussi une grosse hésitation avec Vorador, puisque dans les flashbacks contre Malek, lui aussi a l'air de manier la Soul Reaver. Ah, mais bon, perso, un des points qui pour moi fout le plus la merde dans la compréhension, c'est la cinématique d'intro. En soi, elle n'est pas dérangeante, mais elle ne comporte aucune date. Ce qui fait que... bah ça donne l'impression que le massacre des gardiens par Vorador, la damnation de Malek et le meurtre d'Ariel auraient lieu presque en même temps que l'assassinat de Kain. Alors que non, il y a des décennies, voire des siècles entre les différentes scènes. Sérieux, vous commencez le jeu, vous avez l'impression qu'il reste plus que 3 gardiens à buter. Alors moi, c'est plutôt le texte d'intro que j'ai pas pigé. Ah, oui, aussi. Le jeu commence par un carton qui vous explique ceci. Il existe une opération magique d'une importance maximum. L'initiation d'un nouveau Aeon. Lorsqu'il devient nécessaire, en un mot, la planète tout entière doit baigner dans le sang. Alors, j'ai déjà joué à ce jeu plusieurs fois, je connais bien la saga et l'univers de Legacy of Kain pour avoir fait l'intégralité des jeux, mais je n'ai toujours aucune idée de ce que signifie cette intro. Il a fallu que j'aille chercher le mot Aeon dans le dico pour comprendre que c'était un mot qui a une signification en français. C'est un temps ou un âge. Un peu comme l'âge de pierre, l'âge de bronze, ce genre de truc. Et effectivement, quand tu sais ça, le texte a un sens. Mais autrement, ça ne veut rien dire. Et encore, c'est une manière de préciser à l'avance que pour permettre la résurrection de Nosgoth, il faut un bain de sang, celui de tous les gardiens du pilier. Bien, passons maintenant au cas des personnages. Bon, clairement ici, on n'a pas affaire à un univers qui développe autant le moindre PNJ que les Longest Journeys. Ce qui ne veut pas dire que les personnages sont mauvais, hein, c'est juste, la plupart du temps, on sait rien d'eux, quoi. Tenez, prenons le cas d'Ariel par exemple, gardienne de l'équilibre, condamnée à errer auprès des colonnes et qui se contente de donner des conseils à Kain pour rétablir l'équilibre. Et c'est tout. On sait juste qu'elle couchait avec Nupraptor, mais rien d'autre. Et pratiquement tous les gardiens sont pareils. Bien sûr, on sait qu'ils ont sombré dans la folie, mais du coup, ça reste un aspect de leur personnalité et rien d'autre. Bane et Dojul se sont associés aux gardiens des États pour corrompre la nature. Pourquoi ? Parce que c'était fun ? Parce qu'ils voulaient tester des trucs ? Azimuth voulait utiliser les démons pour conquérir le monde ? Ok. Pourquoi ? Les plus développés, ce sont Nupraptor, qui souffre tellement de la mort d'Ariel qu'il s'est cousu les paupières et est toujours en deuil après plus de 30 piges. Anarkrot, qui clairement se considérait comme un dieu vivant et que c'était au monde de se soumettre devant les gardiens. Et Moebius aussi, peut-être. Pas trop. Parce qu'autant, oui, c'est un manipulateur qui joue de ses pouvoirs pour obtenir ce qu'il veut, et c'est à lui qu'on doit le plus gros twist scénaristique du jeu, mais à part dire c'est le grand manipulateur, est-ce qu'il joue avec Kain par sadisme, pour l'empêcher d'atteindre son but ? Est-ce qu'il a le même objectif qu'Anarkrot ? Heureusement, on a un peu plus de quoi se faire plaisir avec Mortanius, qui lui aussi est un manipulateur de l'extrême, mais qui lui a l'intention de nettoyer le cercle, quitte à se sacrifier au passage. Il met toutes ses billes dans son plan pour purifier le monde. Et en même temps, le gars est possédé par une créature démoniaque qui l'a forcé à corrompre le cercle. Donc au-delà d'un simple désir de purification, on a aussi un gars qui essaye de racheter ses erreurs. Mais tu as dit que Mortanius était possédé, mais perso, j'ai vraiment cru que c'était lui le démon depuis le début. J'admets, ce point est subtil et potentiellement source d'incompréhension. Pour ma part, je l'ai aussi compris comme ça la première fois que j'ai joué au jeu, mais ce sera confirmé par le reste de la série, malgré les remarques très ambiguës de Mortanius et du démon. Quand il dit que sa mort s'accompagnera de celle d'un autre, ça sous-entend la mort du démon, mais aussi la mort d'un autre gardien, à savoir
Kane. Mais ce qui confirme cette hypothèse, c'est le fait qu'une fois sa transformation effectuée, on peut récupérer l'artefact de Mortanius, celui qui n'est accessible qu'à la mort de chaque gardien. Traduction, le gardien de la mort et le démon sont deux entités différentes. Il s'agit donc d'une possession. Et le démon, il vient d'où à la base? Je passe aussi vite fait sur Malek, le seul autre gardien un tant soit peu développé, qui a un peu eu un destin de merde en fait. Genre, le mec, il était tout seul pour protéger les gardiens, ce qui a totalement échoué parce qu'il a passé 2 plombes à courir dans un château immense avant de pouvoir atteindre ses protégés. Et quand enfin il arrive sur place, non seulement Vorador le dégomme en très peu de temps, mais en plus, il l'a épargné. Mais pourquoi l'avoir épargné alors qu'il aurait très bien pu le tuer? Eh ben, justement, parce que personne n'aurait cru que Vorador allait épargner le maître des Séraphéens. Donc, quand on l'a retrouvé en vie, et pratiquement sans aucune blessure, qu'ont pu penser Mortanius et Moebius qu'il avait fui comme un lâche, et donc trahi ses frères en les abandonnant face aux vampires. Ce qui a poussé Mortanius à le maudire, l'enfermant pour l'éternité dans une armure, afin qu'il n'éprouve plus jamais aucun plaisir à vivre. Et c'est une autre raison pour laquelle, quand il voit réapparaître Vorador, Malek perd totalement son calme et réclame vengeance. Une vengeance contre Vorador, quitte à oublier que s'il va se venger, ses autres potes vont se faire buter. Mais comment tu peux être certain que Vorador est aussi sadique? Merci pour la transition. Justement, attardons-nous sur le plus vieux des vampires, un des personnages les plus développés de l'histoire, alors que paradoxalement, c'est un de ceux qu'on voit le moins. Le Cugus a réagi par vengeance en voyant son espèce se faire tuer. Et oui, j'affirme que le mec est un sadique. Pourquoi? Il a une putain de salle réservée à la torture dans son manoir. Un manoir qui dégueule littéralement de luxe, il a vampirisé des femmes pour en faire des esclaves sexuelles uniquement soumises à sa volonté, ce qui au passage invite à se demander si tous les vampires peuvent lobotomiser leurs descendants ou si c'est juste un truc spécifique à Vorador. Et il a un buffet à volonté de prisonniers. Quand Kane le rencontre enfin, il le traite mentalement de vieil imbécile décadent. Et c'est ce qu'il est, un mec qui s'est tellement noyé dans tous les plaisirs les plus malsains qui existent, et qui du coup s'ennuie. Le mec est tellement vieux, tellement puissant, et a tellement tout expérimenté qu'il n'a plus le moindre objectif. Tout l'ennuie. Vorador, c'est Saitama dans One Punch Man. La seule raison pour laquelle il accepte d'aider Kane, c'est parce qu'il le voit comme un divertissement. Et c'est pour cette raison qu'il s'est retiré du monde, parce que plus rien d'autre ne l'intéresse ou ne le passionne. Et on va finir avec le dernier personnage, qui est lui aussi développé, et heureusement vu que c'est le personnage principal, Kane. Les mecs de Silicon Knights voulaient se faire un anti-héros, et ben ils ont parfaitement réussi. Kane est l'incarnation parfaite de l'aristocrate arrogant et égocentrique, mais également rancunier et cruel. Quand il repasse dans le village où l'aubergiste a refusé de l'accueillir, sa vengeance, c'est pas de s'en prendre au tavernier, c'est de massacrer tout le village. Et surtout, c'est quelqu'un qui n'a rien à foutre de ce qui l'entoure. La seule chose ayant de l'intérêt à ses yeux, c'est uniquement sa petite personne. Que Nosgoth agonise? Pas intéressant. Ce qu'il veut, c'est redevenir humain. Il n'accepte sa quête que parce que c'est une promesse de libération. La Némésis envahit Nosgoth? Pareil, s'il agit, c'est uniquement parce que la guerre l'empêche d'atteindre ses proies. Kane est inhumain, et même s'il est loin d'atteindre le level de Vorador, il est quand même un gros sadique. Le genre qui apprécie d'entendre un mec qui hurle de douleur, parce que ça fait au moins une personne dans le monde qui souffre plus que lui. Pire encore, le mec a un melon démesuré, mais est le premier à critiquer la fierté des chevaliers de Willendorf, qui sont exactement comme lui de son vivant. Et je parle même pas de son orgueil sur ses capacités de combat, vu que le gars est fier au point de se moquer d'un putain de démon qui a massacré des dizaines d'humains, en plus d'être impatient et irascible. Il pleurera son royaume bientôt, et il te pleurera encore plus tôt si tu ne me laisses pas passer. Bon, ok, il a effectivement les compétences pour vaincre tout le monde, il faut l'admettre. Mais c'est justement cette arrogance qui l'a poussé sur le mauvais chemin. S'il n'avait pas été aussi centré sur sa petite personne, jamais il n'aurait aussi mal pris son échec, le poussant à accepter le pacte de Moebius et tout ce qui s'ensuit. Et parfois même, ça le pousse à ne pas se rendre compte qu'on lui tendait un piège. Pour l'exemple, quand il trouve par hasard la nouvelle machine à voyager dans le temps, après avoir tué William le Juste, je pense que n'importe qui se serait dit « Oh là, ça fait peut-être un peu trop coïncidence à mon goût, là. C'est peut-être un traquenard. » Et que se dit Kane? Étrange. Lorsque la coïncidence semble trop commode, je préfère l'appeler destinée. Quoi? Mais débile profond, va! Néanmoins, Kane n'est pas totalement perdu.
Il y a quelques points, très rares certes, mais qui laissent entendre que le héros n'est pas tant une pourriture que ça. D'une part, le mec a tout de même conscient qu'il est loin d'être un modèle de pureté. Quand il franchit le dôme de l'Éden noir sans que ça ne lui fasse rien, il en conclut soit que ça ne touche pas les vivants, soit qu'il est déjà trop corrompu pour que ça agisse sur lui. Même si perso, je trouve que le message le plus subtil, c'est avec Elzevir. Elzevir, c'est un fabricant de jouets qui a volé l'âme de la fille du roi Otmar pour l'enfermer dans une poupée. Et en mourant, Elzevir déclare: Mon amour, c'est une chance que je t'ai créée. Sauf que quand Kane récupère ladite poupée, il est incapable de comprendre les intentions du vieil homme. Et je pense que niveau perversion, la plupart d'entre nous ont au moins 2-3 idées sur les raisons de son geste. Que Kane soit incapable de ne serait-ce qu'envisager un début de piste, on peut voir ça comme une forme d'innocence. Je crois. J'espère. Ouais, ou alors c'est juste une incohérence. Je pense pas, mais là encore, merci pour la transition. Ça fallait s'y attendre. Des incohérences... Il y en a beaucoup? Ben, pas tant que ça en fait. Et la majeure partie, soit il faut bien réfléchir pour les remarquer, soit selon comment on le regarde, on a un peu de mal à être sûr que ce soit une erreur en fait. Tiens, par exemple, chaque fois qu'on entre dans des mausolées, ceux-ci sont infestés de pièges et de morts vivants qui déambulent. Bah ça veut peut-être dire que, comme dans ce monde, les morts peuvent se relever et que c'est de notoriété publique, les gens mettent des pièges dans les tombeaux pour empêcher les macabées de sortir attaquer les vivants. Bah quoi, j'ai dit une connerie? Ah non, non, au contraire, mais du coup, tu vois le genre d'incohérence pas certaine qu'on peut dégoter. Tenez, une autre dans le même style. Si Kane a tué William dans le passé, alors ça a changé plein de choses. Est-ce que le meurtre d'Ariel a quand même eu lieu? Kane a-t-il toujours signé un pacte avec Mortanius? Le cercle est-il toujours corrompu? Les gardiens qu'on a tués sont-ils toujours morts? La question est légitime. Si on change un élément aussi important du passé, on devrait se payer la masse de conséquences. Néanmoins, Moebius est le gardien du temps, et on peut supposer qu'il est le premier à remanier les éléments, histoire que tout concorde selon sa volonté. Et vu qu'on n'a aucune idée de comment fonctionnent ses pouvoirs, s'il a des limites ou même ses intentions, bah on peut supposer tout et n'importe quoi. Même si on va pas se mentir, on peut se poser beaucoup de questions. Pareil avec la Soul River, qui a l'air de passer de main en main avant de finir paumé dans un sanctuaire. Mais est-ce que c'est vraiment la River qu'on voit à chaque fois? Et pour ce qui est de la folie des membres du cercle? Très bonne remarque, car oui, c'est un point intriguant. Nupraptor a infecté tous les membres du cercle avec sa folie, mais du coup, Kane aussi est censé être complètement maboule, non? Ou alors, son arrogance et sa vanité sont une preuve de folie. Mais si c'est le cas, va falloir interner un paquet de monde. Moi y compris. Pareil pour Moebius et Mortanius, qui ont pas l'air trop cinglés. Mais en même temps, Mortanius est possédé par un démon, donc est-ce que ça l'a pas un peu protégé? Moebius, on sait absolument rien de lui, donc on ignore s'il faisait vraiment quelque chose de mal. Je vous rappelle que 5 siècles plus tôt, le cercle avait déjà essayé de se débarrasser des vampires. Et pour Malek? Alors j'y reviendrai sur lui dans l'interprétation, mais il a plus de corps. Donc, est-ce qu'il serait vraiment sensible à la folie? Même si le mec en vient à installer son propre cadavre sur un trône et à le contempler parce que ça fait réfléchir. Non, pour moi, il y a 2 principales incohérences dans tout ce que j'ai noté. La première, c'est que Kane soit un gardien de l'équilibre. Bah quoi? Un gardien de pilier transmet son statut à sa mort, on est bien d'accord. Ouais. Kane est donc devenu le gardien de l'équilibre à la mort d'Ariel, tu me suis? Ouais, pas de problème. Du coup, comment ça se fait que Kane soit toujours le gardien alors qu'il est mort? Ressuscité, certes, mais mort quand même. Oh, ou alors il y a peut-être une latence dans le choix du successeur. Ouais, sauf que quand Kane se réveille, il est dans un caveau. Traduction, on a retrouvé son corps, on a pris le temps de lui faire des funérailles et de l'enterrer. Pour moi, il s'est passé au minimum quelques jours. Ou alors, et ça je pense que beaucoup ont dû bien tiquer là-dessus, l'exécution de Vorador. Alors ok, Moebius a convaincu tous Nosgoth que les vampires étaient une saloperie à exterminer, je peux le comprendre. Maintenant, Vorador est un putain de monstre à la puissance extrême, qui a non seulement pulvérisé des gardiens 5 siècles plus tôt, et sa seule présence semblait suffire à les priver de leur pouvoir, mais en plus, il a massacré Malek alors qu'il n'était qu'une âme coincée dans une armure. Donc j'aimerais bien savoir par quel miracle des putains de villageois seraient parvenus à le capturer pour le faire guillotiner. Je veux bien admettre qu'il s'ennuie, mais au point de se laisser buter par des pécores, il y a des limites à la connerie. Surtout quand on voit le niveau de vanité du gars qui se considère comme un dieu. Bon allez, je termine sur un dernier point, pas très important, mais j'y tiens particulièrement à celui-là. À un moment, Mortanius vous contacte par télépathie, histoire de vous dire... Je ne peux plus t'aider. Parce qu'avant tu m'aidais, connard! Je déconne pas, le mec vous parle 4 fois dans tout le jeu. Une fois pour votre résurrection, une fois pour vous envoyer vers les colonnes, une fois pour vous inviter au boss final, et une dernière pendant le combat final. Littéralement, Ariel m'a plus aidé que toi, Trouduc!
Bon, ici on n'a pas de grande liberté d'interprétation, contrairement à d'autres séries qui laissent la part belle à l'imagination ou aux suppositions, on va surtout s'attacher à un fil conducteur, une intrigue toujours présente et qui, en l'occurrence, nous démontre que, malgré une dégénérescence totale de la nature, du climat et du monde, les dirigeants feront toujours plus valoir leurs intérêts personnels plutôt que le bien-être commun et... Oh. Ou encore, une légère réflexion philosophique de Kane. À chaque fois qu'il a tué un gardien, il doit récupérer son objet fétiche pour l'offrir au pilier correspondant, afin que celui-ci retrouve son éclat. Ce à quoi il nous offre cette petite perle. N'est-il pas étrange que l'on doive soudoyer les dieux pour qu'ils restent? Vous tirez vos propres conclusions, moi je dis rien de plus. Néanmoins, il y a un point qui lui est vraiment sujet à l'interprétation. Le cas Némésis. Est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment un méchant? Bah, pourquoi tu dis ça? Le gars essaye d'envahir Nosgoth quand même. Ah mais je dis pas le contraire. Et oui, un roi autrefois bon qui s'est soudain laissé gagner par un désir de conquête, dans un univers aussi sombre ça peut sembler cohérent. Mais qui vous dit qu'il n'avait pas une très bonne raison de lever son armée? Je vois pas du tout laquelle. Ah bon? Rappelons-nous que tous les gardiens sont corrompus depuis une trentaine d'années et sont en train de torturer tout Nosgoth avec leur malversation. Malek force ses soldats à geler vivants à leur poste au point que leur chair finit soudée au métal de leur cuirasse, et quand ils sont morts, il utilise des machines pour souder leurs âmes à des armures. Des pèlerins viennent régulièrement voir Nupraptor, mais aucun ne ressort jamais. On trouve des cadavres partout, et quand on apprend que l'un des visiteurs s'est enfui, il était blanc de terreur. Anarkrot, Bane et Dejul ont uni leurs forces pour lancer un sortilège qui cause d'affreuses mutations sur son passage, et qui visiblement continuera à grandir jusqu'à envahir tout Nosgoth. Et Azimuth invoque des démons pour envahir le monde. Qui nous dit que Némésis n'a pas levé son armée justement pour aller leur poutrer la gueule et accomplir la même tâche que Kane? Si ça se trouve, c'était ça son but. Un but probablement soufflé par Moebius en personne, qui lui chuchotait déjà à l'oreille 50 ans plus tôt. Ainsi, Némésis apparaît comme l'incarnation du mal, ce qui convainc d'autant plus Kane, traumatisé par la guerre et le massacre, de l'éradiquer avant qu'il ne lève son armée. Et si jamais mon interprétation est juste, ça signifie que Moebius est encore plus un manipulateur de génie que ce qui est déjà insinué. Alors, la note du coup. Le jeu a tout de même un scénar assez impressionnant et marquant, surtout pour l'époque. Je vous le rappelle, le jeu est sorti en 96. Avoir un univers aussi sombre et aussi blindé de complots qui sont au final vachement cohérents, malgré des petits défauts par-ci par-là, faut bien l'admettre, le jeu mérite 18 sur 20. Bon, ça me semble honnête. Combiné à la note du gameplay, ça nous donne, 16 sur 20. Voilà. Bon, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Blood Omen. C'est pas un jeu exceptionnel, même si clairement il avait de gros avantages à son époque. Par contre aujourd'hui, ses défauts le rendent vraiment pénible à aborder. Mais je reste convaincu que si on peut voir au-delà, on peut y prendre du plaisir. Mais clairement, le vrai point fort de Blood Omen, c'est son scénario. Son intrigue est excellente, et même si on peut parfois l'accuser de s'éparpiller ou de laisser quelques failles, il reste quand même très bon. Du coup, je vais vous laisser là, et vous donner rendez-vous pour le prochain épisode de la saga, qui sera dédié à l'ultra célébrissime et acclamé Soul River. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt à bord de l'Universalis.